Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la seconde partie de l'entretien avec Christiane Geoffroy, artiste principalement audiovisuelle et autrice. Comment vous dire, moi je suis une malade de lecture, mais il y a des moments de ma vie j'aurais payé pour qu'on me les laisse lire. La première partie de l'entretien, qui nous a amené de Mogador au Grand Nord via le Transsibérien et un détour par le catalogue La Redoute, on en reparlera, est à retrouver sur la page du podcast. Je pense que si je regarde la liste que vous m'avez envoyée, on a parlé à peu près de la moitié des livres. Ouais. Bon, je suis un peu bavarde. Ici Jérémy, libraire sans librairie. La suite du parcours de mon invité, c'est tout de suite, dans un épisode un peu plus long qu'à l'accoutumée. Mais avec une invitée aussi passionnée que bavarde, je pouvais pas faire à moins. Je vous laisse en juger par vous-même. Bonjour Christiane. Bonjour Jérémy. Bienvenue de nouveau pour ce deuxième entretien. On s'est quitté la semaine dernière avec Kafka et la métamorphose. Je vous propose maintenant que vous nous parliez un petit peu des lectures théoriques de votre travail artistique. Je vous laisse la parole. Un peu plus tard, vers 25 ans, je rentre à l'école des Beaux-Arts de Grenoble. Et donc là, la littérature n'est pas suffisante et je commence à prendre l'habitude de lire des essais. Et puis, Mille plateaux, coécrit avec Guattari, où là, ce qui m'intéresse, c'est cette histoire de rhizome. Oui. Et donc, du coup, j'ai le souvenir des années plus tard de désherber des orties. Et quand vous désherbez des orties, si vous voulez pas qu'ils reviennent, il faut ne pas employer de produits. Il faut prendre les racines et suivre la racine et arracher. Et du coup, mais vous avez un vrai rhizome et vous vous rendez compte que ça a une puissance d'étalement et de vie qui est voilà, et c'est quelque chose que, alors naturellement, hein, revu et visité, dans la complexité qu'on rencontre maintenant sur ces changements climatiques, etc. Cette idée-là, je l'ai trouvée assez intéressante de voilà. Et l'autre auteur, c'est Baudrillard avec Simulacre et Simulation. Et à partir de ce livre, mais je sais pas lequel a décidé l'autre, où j'avais déjà l'idée, et je me dis, ah ben tiens, ça serait peut-être bien que j'ai un essai pour charpenter un peu mon idée de façon un peu plus théorique, parce que dans le monde de l'art, on vous demande un peu d'expliquer toujours votre travail, et donc du coup, voilà, des fois on fait d'ailleurs un peu de surenchère avec ça, mais bon, bref. Et donc, l'histoire était donc, c'était la période où je m'occupais de ces histoires de spermatozoïdes et tout ça. Et j'avais été tournée dans un centre d'insémination artificielle pour taureaux, avec un taureau de race Tarim, donc le même taureau qu'avait mon grand-père. Hein. Uh-huh. Et je suis allée tourner le simulacre avec la vache mécanique. Voilà. Et c'est aussi un monde d'aller dans toute ces entreprises de simulation, etc. Euh, et c'est aussi un peu un début de réflexion pour moi de comment on met le paysan sous tutelle, comment cette chose qui était entre guillemets gratuite, bon d'accord, il fallait nourrir l'animal, il fallait etc. Devient payante, enfin voilà, et comment on transforme petit à petit le vivant avec des sélections, voilà. Et tout ça m'a beaucoup intéressée, compter que il est compliqué d'avoir un avis
de dire c'est bien, c'est mal. Et donc, de me poser aussi les questions en art, hein. Quelles formes peuvent avoir des questions éthiques? Oui, oui, et et avec des opérateurs, il me semble qu'il peut y avoir la même chose avec les semences, par exemple, enfin les graines, avec des opérateurs qui se retrouvent au centre de processus qui auparavant étaient naturels, de replanter la récolte de l'année précédente sans passer ni par un catalogue, ni par un intermédiaire qui va s'enrichir et avoir éventuellement la main sur le marché aussi. Mais, euh, mais du coup, on retrouve le catalogue comme le catalogue La Redoute du premier épisode. Euh, Oui, oui. Le, le catalogue est le lieu de l'image et du prix. Enfin, c'est la photo. euh, et on retrouvera ça aussi. J'ai fait un autre travail avec le catalogue qui est sur le taureau Culard, qui est un taureau qui a des pièces de... C'est comme si c'était un taureau qui avait fait du bodybuilding par sélection génétique pour avoir des pièces de viande supplémentaires. mhm. Et j'ai travaillé pour réaliser la pièce, j'ai travaillé à partir de catalogues, en découpant un taureau dans ce catalogue et après en l'agrandissant, etc., en faisant un processus artistique. Mais cette histoire de catalogue et, et ben, je sais pas, c'est un peu comme un site de rencontre pour animaux. En fait, je sais pas. C'est un truc de choix comme ça artificiel, je veux dire sur la Ouais, photo, sur le potentiel, je sais pas, ouais, enfin, voilà. ça se répand. On le retrouve dans tout un tas de formes sociales, sociales différentes. Moi, ce qui m'a frappé là, en vous écoutant parler aussi des lectures donc de Deleuze, etc., c'est que vous avez quasiment dit la même chose quasiment, à propos du Transsibérien de Sandrard et de Deleuze en disant en fait, je me laisse porter et j'aime bien cette idée de dire on va lire, on va peut-être pas s'arrêter à chaque fois qu'il y a quelque chose, un mot sur lequel on bute, une expression un peu nouvelle ou peut-être des concepts un petit peu compliqués, mais de dire allez, on rentre, on se laisse porter et puis petit à petit, par imprégnation, on arrivera bien à rattraper une pensée, une phrase, quelque chose qui nous emporte et que ça se joue pas seulement au mot à mot, mais à l'idée un peu plus longue en fait. C'est rigolo d'appliquer entre guillemets le même type de lecture à la fois de la poésie et à des essais, ce fonctionnement par imprégnation. Euh, ouais, mais je trouve que comment dire, dans la transmission, tout ce qui nous aide à vivre notre solitude d'humain est extrêmement important. Si à un moment, je sais pas, dans un film, vous vous souvenez que d'un bout de scène ou même que d'un plan, d'un livre, vous vous souvenez de deux phrases, de d'une expo, vous avez un coup de foudre comme ça pour une œuvre et que vous êtes attentif à tout ça, vous vous construisez quand même une vie qui est faite certes de prélèvements, mais qui peuvent se tisser et du coup, ça vous aide grandement à vivre dans les temps de tourmente, enfin, Ouais. dans euh, parce que tout ça, pour moi, comment dire, si je suis excitée par un livre ou par j'ai 3 jours, 4 jours, 5 jours, peut-être des fois 7 de bonheur, quoi. Et de bonheur qui sont donnés par, c'est ça qu'on rejoint la phrase de départ, c'est Mhm. qu'ils sont donnés par personne. C'est pas un don contre don, mais c'est une espèce de choses comme ça qui passent de l'un à l'autre. Et c'est pour ça que je dis que dans sa vie, c'est important des moments de regarder
ces articulations et d'où on vient, euh, pour savoir nous aussi euh, qu'est-ce qui se joue, à quoi on joue et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre nous aussi et d'être aussi généreux que les autres l'ont été avec nous. Oui, et là, peut-être qu'il y a quelque chose de, pour revenir au don contre don, là, il y a quelque chose dans le sens où ça se fait presque de façon indirecte, c'est-à-dire qu'on a eu la chance de profiter de choses qui ont été mises, entre guillemets, à disposition par des créateurs et dont on s'est emparé. Et c'est une façon de payer la dette, entre guillemets, de nous-mêmes, enfin pour celles et ceux qui le font en tout cas, de produire une forme artistique, quelque chose, et de le redonner derrière à disposition aux autres pour qu'eux-mêmes, après, s'en emparent et que tout ça se continue, se perpétue. Ouais, des fois je me demande aussi si c'est pas des choses liées à cette fameuse pierre de Sisyphe qu'on doit remonter tous les jours Ouais. et que bah, du coup, quand on doit la remonter tous les jours, autant qu'on lui trouve des petits changements ou des petits embellissements certains jours, des petites laideurs d'autres jours, mais qu'elle soit à chaque jour un peu la même mais un peu différente. Et mais en même temps, je dirais que c'est quelque chose qui est donné, mais qui peut pas être donné si vous n'êtes pas attentif à vouloir le recevoir. Et après ces réflexions artistiques, il y a quand même un grand changement, même si tout ça est lié, évidemment, il y a un grand changement qui s'est effectué dans les directions dans lesquelles vous travaillez, puisqu'après ces questions de reproduction, vous vous êtes consacré plus directement aux questions liées au changement climatique. Est-ce qu'il y a eu un événement, une lecture ou un moment fondateur qui vous a fait basculer sur ce sujet-là? Comment ça s'est fait la transition de l'un à l'autre? En fait, elle s'est fait. C'est une époque où je vis dans un petit hameau en Bourgogne. Et donc, on est au début des années 2000, hein. Et en 2003-2006, il y a eu deux grandes sécheresses euh, auxquelles on n'était pas habitué. Et j'habitais dans un coin de Bourgogne où l'élevage était très présent. Et il y a des vaches qui sont mortes dans les prés de manque d'eau. Et c'est comme si l'animal était en guerre. Et j'ai passé un été un peu angoissée parce que aussi il fallait qu'on fasse attention à l'eau à l'intérieur de la maison. C'était demandé par le maire pour qu'il y ait de quoi faire boire les bêtes, hein. Et c'était la première fois que je vivais ça dans ma vie, quoi. Et du coup, je me suis dit non, ça sera pas la reproduction, ça sera pas le clonage, même si ça reste extrêmement on va dire, pas une nouveauté, mais quelque chose qui va marquer notre siècle, mais ça va être les changements climatiques. Et donc, un travail artistique, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas trop comme enfin, moi, je travaille pas un peu comme un robot qui décide de piong, il tourne et ça se passe vite. Je suis un peu comme un cargo, quoi. Faut que j'intègre des données, il faut que je lise beaucoup, il faut que, voilà, pour arriver, voilà. Et après, donc, je fais euh, quand même plusieurs expos sur ce sujet-là, dont une expo qui s'appelle Cryo Memory, qui réfléchit à qu'est-ce qu'on perdrait si toute la glace des pôles fondrait, qu'est-ce qu'on perdrait comme mémoire de l'humanité, mémoire de la Terre, mémoire, etc. Je parle pas naturellement des populations qui vivent et du changement pour elles dramatique. Et donc, bon, je suis très engagée là-dedans. Et à un moment, je tente une résidence qui s'appelle l'Atelier des ailleurs, qui est de partir 3 mois en terre australe et antarctique française, à l'archipel des Kerguelen. Et là, je travaille pendant 3 mois. Enfin, je travaille et je vis pendant 3 mois
sur une base avec des scientifiques, des militaires. Euh, et c'est la première fois de ma vie que je suis sur le terrain avec des scientifiques. Et ça m'a posé beaucoup de questions, euh, un peu de deux ordres. Le premier, enfin, la première série de questions est que lorsqu'on est soi-même dans les éléments comme ça extrêmes, puisqu'il y a un vent euh, enfin, très, très vigoureux, il y a une lumière, un peu de folie parce que ça se couvre et ça se découvre. Comme la Terre était, c'est une terre volcanique, il y a des bleus qui sont montés sur du noir, mais c'est magnifique, il y a des paysages, voilà. Et les animaux n'ont pas peur de l'homme, c'est-à-dire les animaux qui à la base, c'est les manchots, c'est les éléphants de mer, enfin bon, bref, tous ces animaux enfin moi je n'étais pas habituée. Et là, à force de passer beaucoup de temps dehors, beaucoup de temps auprès de ces animaux, euh, il y a quelque chose avec vos sens, avec votre corps qui se passe, mais j'allais dire en vrai, mais oui, quoi. Enfin, je sais pas, une espèce d'osmose, voilà, que j'ai trouvé, enfin, qui m'a beaucoup questionnée. Et puis l'autre chose, c'est des problèmes plus éthiques, on va dire, euh, de comment les scientifiques prennent leurs données sur les animaux, comment tous ces animaux-là sont très souvent, il y a très peu, si ce n'est pas, d'observations sans intervenir sur l'animal. Et du coup, tout est avec, il faut leur mettre des balises, je me suis rendu compte que certaines balises étaient financées par Total, enfin, il y a toute une chose qui est très ambiguë de la recherche, qui est la chose hyper positive de la curiosité, de vouloir savoir, de vouloir, etc. Et puis en même temps, d'une façon plus souterraine, de comment on participe à la société dans laquelle on est, sur cet état peut-être pas tout à fait tout le temps réfléchi, mais de surveillance du vivant comme ça. Enfin, voilà. Et ça m'a posé beaucoup de questions. Et donc, quand je suis rentrée, euh, j'ai eu besoin euh, de m'outiller, enfin je sais pas si on dit ça comme ça, mais avec des essais théoriques de personnes qui avaient un peu réfléchi eux sur leur terrain, parce que en fait c'était beaucoup de choses liées à l'anthropologie. Mhm. Et jusqu'à maintenant, j'avais travaillé plutôt avec des scientifiques liés aux sciences dures, enfin, on va dire la génétique, même si j'avais abordé des choses liées à l'éthique, etc. Mais cette histoire de terrain, de prise de données, de comment les a, comment tout ça, ça m'a aussi questionné sur moi, mon propre rôle en tant qu'artiste, à quoi je participe. Enfin, ça m'a vraiment, oui, je crois un peu chamboulé la tête, hein. Oui, oui, c'est pas l'image qu'on pourrait avoir comme ça, ou que même je pourrais avoir comme ça quand on en discute là, d'un îlot d'observation complètement coupé du monde de tout ce qui s'y joue. Il est coupé du monde géographiquement et concrètement, mais tout ce qui s'y joue et les activités humaines qui y sont menées sont totalement liées à la marche du monde. Et du coup, donc, ça vous incite, quand vous revenez, à vous documenter, à vous outiller, pour reprendre le terme que vous avez utilisé, sur ces questions-là. Et ça passe du coup par quelle lecture? Quel chemin vous faites à ce moment-là? Oui, parce que du coup, mon espèce de, je sais pas comment dire, candeur ou naïveté de poser des questions comme ça, voilà. Et il y a un moment, je me suis dit, euh,
tu peux plus te le permettre, enfin, entre guillemets, comme ça. Bon, bref. Et donc, en discutant avec un ami qui s'appelle Sébastien Soubiran, qui travaille à l'université de Strasbourg, il me dit, il faut absolument que tu lises Donna Haraway. Voilà. Donc, dans ces cas-là, je note et, entre guillemets, je fais ce qu'on me dit, quoi. Euh, donc, je vais à la BNU parce qu'on a la chance à Strasbourg d'avoir une bibliothèque universitaire et je prends tous les livres, plusieurs livres de Donna Haraway et je me plonge dedans. Et effectivement, c'est une chercheuse qui en même temps fait de la biologie, mais qui en même temps s'intéresse beaucoup à d'autres choses euh, et qui mélange enfin, je sais pas comment dire, avec sa façon de voir, elle peut mélanger aussi bien des questionnements de genre, hein, des questionnements de pouvoir, des questionnements de point de vue, des questionnements, voilà. Et elle a une façon, euh, par exemple, de parler de choses, d'activités avec son chien. Euh, qu'elle développe. Et ensuite, c'est comme si elle faisait un peu des zooms arrière. Mhm. Euh, et du coup, au fur et à mesure, elle englobe ben, presque le monde, quoi. Enfin, voilà. Et, et, et c'est extrêmement intéressant parce que euh, je sais pas comment dire, on comprend qu'on rentre dans un monde extrêmement complexe, hein, et que l'écologie, si on touche, enfin, si c'était un texte, une virgule, euh, tout ce qui va venir après ce changement de virgule va devoir se modifier comme ça. C'est organique, c'est du vivant. Euh, voilà, alors il y a elle qui est d'une extrême importance et puis elle est aussi extrêmement importante en tant que femme parce que elle démontre des mécanismes où des fois quand vous travaillez dans une école de beaux-arts où vous faites beaucoup de réunions avec une majorité d'hommes et des fois vous vous dites oui mais je suis un peu hystérique pour avoir la parole ou mais en fait, non, voilà, c'est compliqué, quoi. Enfin, voilà, bref. Et de l'autre côté, enfin, Descola, je le connaissais déjà avant de partir, hein. Voilà. Mais là, je lis Les Lances du crépuscule. Et Les Lances du crépuscule, c'est pas nature, culture, etc. C'est pas de la théorie vraiment. Il raconte plus ce qui s'est passé avec ces 3 années de terrain. D'accord, donc les 3 années de... Donc Donna Haraway, elle est américaine, hein, c'est bien ça? Voilà. Si je me trompe pas. Et donc Philippe Descola, lui, il est français. Et vous parlez de ces 3 années de terrain. Lui, c'est plutôt l'Amérique du Sud, son domaine, c'est Oui, ça? pardon. Il est allé en Amazonie. Escola doit maintenant avoir, allez, je ne sais pas, plus de 70 ans et pour faire sa thèse, etc. Il a fait 3 ans de terrain à frontière Pérou, voilà, avec des Indiens qui s'appellent des Achuars. Il est allé là-bas aussi avec sa femme qui lui a permis d'avoir accès au monde des femmes. Il a appris la langue au fur et à mesure. Voilà. Et donc, il est revenu avec énormément de données. Ce qui est aussi intéressant dans ce livre, Les Lances du crépuscule, c'est qu'il se pose toute la question eh ben, il écrit le livre une dizaine d'années après, donc lui, il a changé. Qu'est-ce que dans ses notes qu'il prend et qui met eh ben, cette récolte de ci avec ça pour en déduire tel élément, c'est comme de la fiction. Mhm. En fait, comment euh, bah lui, il a aussi ce terrain l'a changé, la ville après l'a changé aussi. Donc, comment tout ça
euh, pose aussi question de comment on raconte, qu'est-ce que c'est qu'un récit, qu'est-ce que c'est que des prélèvements qu'on rassemble en ayant cherché de continents, enfin voilà. Et tout ça est extrêmement intéressant euh, et, et en même temps, pour moi, ce que j'ai aimé dans ces choses-là, c'est que on est toujours un peu pris par le doute de ce que l'on peut comprendre, de ce que l'on peut en tirer, de ce que l'on peut transmettre, enfin, voilà. Et du coup, cette espèce de doute, je trouve qu'il aide quelque part à rester éveillé sur ce que l'on voit, sur ce que l'on sent, etc. D'une certaine façon, il est fécond et il permet de ne pas s'enfermer dans des assertions ou des certitudes et d'être absolument convaincu d'avoir prouvé, démontré tel ou tel point. Et c'est vrai que je pense que le fait d'avoir un retour sur soi-même, sur sa propre expérience et de le considérer comme faisant partie de la recherche et de la réflexion, c'est souvent, ça ouvre souvent des portes intéressantes. Il me semble que c'est un peu aussi l'attitude, on va dire, la posture que peut avoir Natacha Martin, dont on voulait parler aussi un petit peu, qui réfléchit elle-même beaucoup aux limites entre ce que le terrain fait à l'observateur ou l'observatrice en l'occurrence et comment ça le change autant que qu'elle comprend au fur et à mesure les choses qui s'y déroulent. Oui, alors, Nastasia Martin, c'est un peu, on va dire, dans l'arbre généalogique en rhizome, hein. On y Euh, revient. on y revient, elle a fait son premier terrain avec sa thèse et son directeur de thèse et des scolaires. Donc, elle a fait du terrain au centre de l'Alaska. Et ensuite, elle est passée de l'autre côté. Elle est allée au Kachinka. Et elle travaille sur enfin, j'appellerais ça un animisme contemporain, c'est-à-dire comment les peuples qui vivent là-bas peuvent mélanger, doivent mélanger cette vie contemporaine et en même temps des pratiques liées à la chasse, à la pêche et Mhm. le fait de vivre, voilà. Et du coup, il y a des espèces de contes, presque de mythes premiers, qui sont aussi racontés où les animaux ont des rôles comme le mythe du plongeon cosmique, où c'est Oui. un corbeau qui va plonger dans la mer pour retirer un bout de terre, et puis voilà, ça en fera un volcan, ou ça en fera quasiment la terre tout entière, et puis toujours ce même corbeau, c'est lui qui va créer la lumière, et c'est des histoires qui sont très belles et en même temps qui sont très poétiques et qui n'ont pas de morale. C'est pas les femmes de La Fontaine, quoi. Donc, du coup, je trouve que pour nous ici, euh, qui n'avons souvent même plus de territoire, ou si ce n'est notre appartement avec des gens dessus, des gens dessous, enfin, voilà, ou bien un territoire comme les parcs ou les lieux où on marche régulièrement, mais c'est des territoires faits un peu comme les autochtones, c'est aussi des territoires partagés, mais on les partage avec un grand nombre de gens. Euh, où l'animal si on est un oiseau, on s'en sort mieux que si on est un renard Ouais. voilà. Et dans ces zones un peu périurbaines, on va dire comme ça, si on va enfin, les parcs peuvent être aussi au centre-ville, mais où où on peut être en lien avec des arbres, des animaux. Euh, on, on,
on essaye enfin, moi, ça m'aide je sais pas comment dire, à essayer de mettre en accord ce que je pense, ce que je vis et comment je le vis. Et aussi, ça fait aussi référence à des choses comme penser et vivre, penser et sentir avec la terre d'Arturo Escobar, hein, euh, qui est plus près d'essence. Hein. Et puis, euh, je trouve que ça, comment dire, euh, il y a une transmission là qui se fait que je trouve plutôt belle. Voilà. Alors, avec Nastasia Martin, bon, il y a elle, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il pourrait y avoir celui que j'ai envie aussi de redécouvrir et de relire peut-être, c'est Bachelard, parce que même il est un, entre guillemets, vieux philosophe, il a quand même, sur les organes d'essence, sur le rêve, sur tout ça, il est quand même, c'est quand même quelqu'un d'important et qui pourrait être plus contemporain, enfin remis, on va dire, à nos préoccupations contemporaines. Même si lui, on est d'accord que pour le coup, son œuvre est exclusivement philosophique, dans le sens où il n'y a pas cette notion de terrain ou de forme d'anthropologie ou quoi que ce soit. Lui, il parle vraiment, si je me trompe pas, il parle vraiment en philosophe de ces questions-là. Je comprends après que tout ça se féconde et s'hybride dans la réflexion, mais on est d'accord que c'est une approche un petit Oui, peu oui, c'est différente. une approche un peu différente, mais il y a quand même pas mal de choses avec le rêve aussi. Enfin, je l'ai lu il y a longtemps, hein, donc c'est plutôt, comment vous dire, des sensations de Bachelard que j'ai Ouais. une revisitation récente. Hein. Donc, enfin, que j'aime aussi dans toutes ces lectures, alors il y a aussi tout un courant qui vient d'Amérique du Sud. Donc là, je viens de citer Arturo Escobar. Il y a aussi quelqu'un comme Eduardo Vivero di Castro qui lui, travaille beaucoup sur cette histoire de point de vue entre l'animal, l'humain, le végétal, etc. Et tout ça euh, m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, euh, c'est pas tout à fait la même culture. C'est pas, euh, ils ont subi des choses liées au colonialisme que nous on a vécu du haut, enfin du haut, Oui. du nord. Eux, ils l'ont vécu du sud. Et du coup, euh, je sais pas, je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir des points de vue qui diffèrent parce que ça remet en cause beaucoup de choses liées à toutes les formes de domination. Et, euh, et du coup, enfin, pour moi, ça fait à vivre des envies de se battre contre, quoi, et de les questionner. Euh, et puis, alors, dans les lectures qui sont aussi importantes, il y a enfin, ce que j'appelle le courant australien, Hein? qui, eux, euh, ont beaucoup. Ben, il y a eu des liens aussi très puissants avec euh, tout ce que peut apporter les autochtones en Australie et qui, pareil, ont vécu une colonisation entre guillemets qui dure encore. Enfin, c'est pas toujours facile entre les populations. Et, et là aussi, il y a des choses extrêmement intéressantes et il y a
quelqu'un qui s'appelle Tom Van Doren, Mhm. qui intervient à l'université de Sydney et qui est aussi, je crois, hollandais, qui a écrit un livre en plein vol, Vivre et mourir au seuil de l'extinction. Alors effectivement, je suis content qu'on en parle parce que là, c'est mon petit privilège d'avoir déjà échangé avec vous. C'est un livre qui a été édité aux éditions Wild Project, une maison d'édition basée à Marseille, dont je sais en plus que, au-delà de ce titre-là, vous aimez bien le travail. Vous nous aviez envoyé une photo avec de nombreux titres chez eux, donc c'est chouette qu'on en parle. Et puis d'une certaine façon, ça fait aussi une espèce de boucle, puisque dans le premier entretien, on avait parlé de ce système de ficelle chez les Inuits, dont vous aviez dit que, il était aussi présent chez les aborigènes. Et du coup, on retourne en Australie. Alors, on va effectivement parler des oiseaux avec ce titre, mais on aura presque bouclé comme ça notre tour du monde. Donc, je vous laisse reprendre sur le livre de Tom Van Doren qui s'appelle donc En plein vol, Vivre et mourir au seuil de Alors, l'extinction. comment dire, ce qui m'a vraiment touchée dans ce livre, c'est que il parle, je crois, de quatre ou cinq animaux, dont par exemple les manchots qui qui viennent nicher sur Terre dans le port de Sydney. Et donc, c'est des choses ancestrales, c'est-à-dire ils naissent ici, ils se reproduisent ici et la génération suivante continue. Et puis, ce petit manchot, alors il le raconte pas comme ça, hein. Il est beaucoup plus scientifique que moi. Mais ce manchot, il sort de son périple, voilà, et pour aller sur Terre, pour rencontrer une compagne et voilà. Et puis son coin, il a été totalement bétonné. Et du coup, j'imagine, je sais pas, l'espèce de totale incompréhension, le désarroi, le désespoir, le, voilà, au lieu d'entendre tranquillement que les femelles manchots arrivent, que, entre guillemets, ses potes sortent de l'eau les uns après les autres, il faut qu'il se remette à l'eau et l'endroit où il va ressortir, qui sera peut-être pas bétonné, moins, voilà, les autres, ils savent, ils n'ont pas de moyens c'est pas, enfin bon, bref, ils n'ont pas des moyens pour communiquer et dire tu mets ton GPS sur tel, enfin voilà. Et donc du coup de ça et ben comment cette population qui avait l'habitude de vivre là va s'essaimer sur un territoire et perdre les liens et comment tout un peu se dégrade jusqu'au moment où l'espèce s'éteint, quoi. Et c'est, comment dire, c'est viscéralement, euh, enfin, je sais pas, ça m'a atteint, quoi. Ça m'a très profondément touchée. Oui, il y a ça, c'est une lecture et une réflexion qui touche, on va dire, profondément. Et j'imagine qu'elle touche aussi parce euh, nous, humains, on va dire, on peut s'y projeter. Ça peut être aussi des choses, effectivement, qu'ont vécu des groupes humains qui ont été soit déplacés, soit dont on a modifié de façon très rapide les modes de vie et qui ont pas pu continuer à vivre de cette façon. Mais je note quand même là au fil de l'entretien une grande sensibilité et une grande recherche de la sensibilité et du ressenti à travers en fait des récits d'autres expériences et que ces autres expériences, elles soient humaines ou non humaines en fait. Je sens euh, un vrai intérêt pour cette question du ressenti en fait à travers les mots et vous de notre côté qui l'exprimez aussi à travers l'art. Oui, parce que je crois que quand on vit pas les émotions par le corps,
si on les vit que intellectuellement, profondément, on les comprend pas. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre une chose que tout humain connaît, le sentiment d'être amoureux. Vous pouvez le lire dans 15 000 livres de littérature, que ce soit au XVIe siècle, littérature contemporaine. Vous pouvez en faire de l'analyse, etc. Mais tant que vous n'avez pas, je sais pas, vous n'êtes pas tout chamboulé par un sentiment amoureux, vous le comprenez pas ce que ça peut, voilà. Et donc du coup, euh, c'est aussi un peu, c'est pas facile au niveau de l'art, hein. Euh, moi, j'aime bien essayer de partir d'un état presque de sidération. C'est-à-dire quand je dis le manchot il sort et puis son espace il a été bétonné, c'est comme si, enfin, je me vois sortir, enfin pas sortir, mais par exemple rentrer chez moi après un voyage ou même aller boire l'apéro chez des amis et mon appart il est plus là quoi. Ouais. Oui, oui, Et, ça, et, ça- et, et du coup, je suis, euh, voilà. Et ce que j'essaie de faire dans mon travail, mais je réussis pas tout le temps, j'ai beaucoup d'échecs, c'est parce que dans cet état de sidération, l'esprit va extrêmement vite dans tout, dans tous ses contraires et dans tous je sais pas comment dire, c'est comme si le corps presque il se figeait, mais à l'intérieur c'est presque tout liquide tellement c'est je sais pas, c'est en contradiction, c'est en réflexion, ça met en route tous les sens et j'aime bien partir de sentiments comme ça pour essayer de transmettre quelque chose aux spectateurs parce que quand vous vivez ça, après, vous n'êtes pas pareil. Il y a un avant et un après, même si vous regardez après, vous dites, mais avant, j'étais comment? Dada, vous savez pas trop, mais vous savez que ça ça vous a fait changer, quoi. il y a comme une forme de petite, à chaque fois, quand ça fonctionne, de petite traversée du miroir, quoi. On a passé quelque chose. Et c'est pas forcément extrêmement différent, mais c'est pas tout à fait identique. Et c'est souvent à l'intérieur que ça travaille, sans forcément que ça saute aux yeux immédiatement. Mais tout ça, petit à petit, tout ça travaille petit à petit à l'intérieur de nous. Et là, on le comprend bien, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, après, euh, on peut théoriser les choses, on peut enjoliver, on peut dire qu'on va y arriver, on peut dire. Euh, mais Concrètement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ça. Voilà. Au-delà de questions statistiques, après, il y a aussi les questions de se projeter ou pas, c'est la question de spécisme, de se projeter ou pas dans ce qu'il advient aux animaux, enfin aux animaux. Mais concrètement, voilà ce que notre monde produit comme effet sur d'autres espèces vivantes avec qui nous et sensibles, avec qui nous partageons la planète. Et ça, peut-être que ça se passe aussi d'un peu plus de discours, simplement, j'imagine, de raconter, de documenter ça en disant, ben, voilà comment ça se passe. Et c'est encore une façon de mettre en mots une sensibilité qui ne nous serait pas accessible directement. Il faut cette médiation-là pour le ressentir, le comprendre et peut-être, espérons-le, agir ou décider à passer à l'action. voilà, après, au niveau enfin, culturel, artistique et tout ça, c'est assez, euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce euh, c'est compliqué avec les images, c'est compliqué avec le texte, Mhm. pour arriver à trouver.
euh, en même temps, comme ce mot que remet au goût du jour Émilie H. dans ses essais sur l'écophilosophie, qui est le mot esperment, qui veut dire espérer en vieux français. Oui, Et en tant qu'artiste, comment dire, j'ai très à cœur de trouver ou de raconter des histoires ou des récits plutôt euh, qui pourraient transporter cet esperment. Euh, mais parfois, je sais plus. Enfin, je oui. sais plus si euh, parfois je doute. Alors, je suis pessimiste peut-être, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme le retour au Moyen Âge où les riches deviennent de plus en plus riches et puis le reste, c'est, c'est complexe et on est un peu dans une situation, je sais pas, voilà. Alors, je me suis beaucoup intéressée au mouvement, par exemple, zapatiste. Hein. Oui, Euh, qui est une forme de réponse, ah une ben qui brèche est une ouverte sur l'avenir. voilà qui est une très belle brèche. Et ils sont venus d'ailleurs à Ouais. Montreuil. Alors, à propos de Montreuil et des apatistes, on va faire là une petite parenthèse, puisque donc moi, je me définis comme libraire sans librairie, et vous, vous êtes défini dans nos échanges là en ce moment comme lectrice sans bibliothèque, quand je vous ai demandé une photo de vos livres. Et donc, vous êtes allé prendre la photo à la librairie, j'en parle dans le premier épisode, à la librairie où nous avons fait connaissance, là où je travaillais il y a quelques temps. C'est donc la librairie Libertalia à Montreuil où vous êtes allé faire les photos. Et il se trouve qu'ils ont édité un livre qui s'appelle donc Tout pour tous, qui est un livre sur l'expérience zapatiste et que vous avez mis également dans votre sélection de livres. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux, trois mots? Alors, oui, parce que c'est un livre que j'ai bien aimé parce qu'il est euh, très simplement écrit et qu'on comprend très bien l'organisation et comment fonctionnent les zapatistes. Hein. C'est un livre que j'ai lu. Alors, quand j'ai cité Penser, sentir avec la terre d'Arturo Escobar, il y a eu aussi d'autres lectures. Alors, que j'ai mis très longtemps à lire parce que je me sentais pas entre guillemets légitime Mhm. sur le décolonial ou sur toutes ces choses-là. Et donc, il y a penser à partir des Caraïbes, l'écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand. Dans la collection L'Anthropocène au Seuil, qui est une très belle Ouais. collection. Et puis, il y a eu aussi, toujours chez Wiley Project, le grand dérangement d'Amitav Ghosh, qui sont des auteurs qui écrivent à partir de leur continent. Et il dit, par exemple, lui, un truc extrêmement simple. Hein. Bah, toutes les grandes villes style New York, comme c'est des villes coloniales, c'est les premières qui vont prendre l'eau parce que les autochtones ne se mettaient jamais, ne bâtissaient jamais dans les bordures des... Voilà. Il y a des trucs comme ça et je trouve hyper intéressant, par exemple, euh, les Européens et l'Amérique du Nord, hein, quand c'est raconté par quelqu'un qui a été dans une des tribus et qui est devenu maintenant historien et qui a fait des recherches par rapport à ces époques-là de Christophe Colomb, de tout ça, et qui raconte de l'autre point de vue. Et du coup, on se dit, waouh! Et c'est pareil dans l'histoire des genres. Des fois, on se dit, tiens, on écoute les hommes parler, on écoute les femmes parler, on se dit, oh, ah ben ouais, c'est pas pareil, hein, c'est pas le même. Enfin bon, bref. C'est pas la même Et histoire presque. oui, c'est presque pas la même histoire et ouais. Bon, c'est aussi ce qu'on vit en ce moment entre l'Ukraine, la Russie, etc. Et tout pour tous est venu aussi à un moment euh, où j'ai commencé à me rendre compte que euh,
tout ce qui touchait l'écologie, tout ce qui allait avoir des liens avec ces changements climatiques, avec etc. Ce qui était au cœur un peu des choses, c'était une justice sociale parce que on voit que là les choses se déboîtent entre riches et pauvres de plus en plus. Autant il y a eu une période il y a 30 ans en arrière, on avait l'impression qu'on progressait. Là, j'ai l'impression qu'on repart aux antipodes avec tout ce que ça génère de désinformation, enfin bon, bref, etc. Et j'ai été très intéressée par la conférence à Montreuil. Euh, et ils étaient une trentaine et ils ont raconté à tour de rôle un petit bout homme, un petit bout femme, comme ça, pendant, je sais pas, au moins 4 heures, 5 heures, tout leur périple. Et waouh, c'est c'est impressionnant parce que, je sais pas, j'ai presque l'impression que on n'en a pas encore assez bavé pour arriver à, à vouloir reprendre ou prendre vraiment possession de nos vies, mais pas dans le sens liberté individuelle, mais liberté de tout pour tous, enfin, et d'avoir, euh, enfin, je sais pas quoi, avoir une façon, avoir une vie pleine, une vie, enfin voilà. Et donc, tout pour tous, c'était un livre important. Ouais, un livre important qui est, il y en a finalement pas tant que ça des livres sur le mouvement zapatiste. Et en plus, il est synthétique, extrêmement abordable, et c'est une super belle présentation de ce mouvement et dont on parle peut-être pas à sa juste mesure. Merci de l'avoir remis en lumière. Mais bon, faut quand même, faut y aller, quoi. Enfin, je veux Ouais. dire, j'ai presque l'impression qu'on est encore trop confortable pour pouvoir vraiment se rebeller, Ouais, vraiment bouger. vraiment bouger, vraiment être, voilà, parce que il y a, enfin, je sais pas comment dire, en fonction du nombre, on devrait y arriver. Normalement, oui, mais il faut s'y mettre. Normalement, oui, mais voilà, il faut pas de, entre guillemets, comme dit Ostrom, il faut pas de passagers clandestins, quoi. Il faut que, faut qu'on y aille tous, voilà. Et et c'est très compliqué quand on discute, même avec des amis, même lâcher sa voiture, lâcher, enfin, mais en même temps, effectivement, pourquoi on lâcherait sa voiture si Total fait autant enfin, euh, enfin bref, c'est d'une complexité folle. La seule chose à laquelle je crois, c'est de faire des choses ensemble, de faire des choses communes. Ouais. Euh, mais ça impose d'être vraiment ancré sur un territoire et d'être opérant sur ce territoire. Euh, voilà. Oui, et ça se fait concrètement en lien avec des gens Ouais, précis dans un lieu, dans un groupe, et ouais. c'est une forme de réponse aussi hein, à toute une forme de dispersion du lien social. Je pense que après c'est à ce moment-là, je pense, de la conversation où généralement il est de bon ton de citer Gramsci, qui plus ou moins opposait l'optimisme de la volonté au pessimisme de la raison. Je crois que c'est le Ouais, moment de parler de ça. Et ouais, ouais. non, est-ce que avant de terminer, j'aimerais que vous nous disiez deux petits mots sur donc le livre qui accompagne le film Climatic Species, quelques mots sur le film et puis quelques mots sur le choix de l'avoir donc accompagné de ce livre que moi j'ai trouvé intéressant. Dans un échange précédent, vous m'aviez parlé de fonctionnement en iceberg que je trouvais Voilà. rigolo et qui fait un écho aussi à à l'idée de rhizome dont on parlait tout à l'heure.
Je suis curieux de savoir, oui, comment vous articulez ces différentes formes de travail. Alors en fait, Climatic Spaces, il vient après toute cette résidence, quelques années après. Donc il vient vers 2017-18, enfin bon bref. Et du coup, je pensais repartir en résidence extraordinaire, etc. Puis en fait, non, Ça, c'est pas fait. voilà, ça s'est pas fait. Donc du coup, j'ai pas mal regardé de reportages, hein, et naturellement sur le Grand Nord, enfin sur toutes ces choses-là. Et j'ai incarné où je mettais pas le son et du coup j'écrivais ce que je voyais ou bien enfin bon bref avec des systèmes un peu flottants et expérimentaux. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ces histoires de point de vue. Ça m'intéressait Mhm, beaucoup que un scientifique ait un point de vue, qu'un arbre ait son point de vue, que un céphalopode ait un autre point de vue, et des ours, une ours polaire, une ours elle sauvage, et comment tous ces points de vue s'articulaient en leur mettant chacun pour le film, on va dire, une identité visuelle, si on peut appeler ça comme ça, spécifique, peut-être presque comme un chapitre. mhm, Et qu'est-ce que l'ensemble de ces choses voulait dire? Et je me suis rendu compte que ce qui était important pour moi était la dernière phrase. Euh, qu'on avait enfin, que si on remonte au début euh, de l'arbre du vivant, l'animal, le végétal et l'humain euh, ont les mêmes ancêtres, hein, et mhm, que du coup, dans cette généalogie, euh, tout le vivant, ce sont tous nos ancêtres et comme on doit respect, etc. Et je trouve ça aussi très émouvant de se dire que sa chair, sa chair même, ses cellules, son bras, quand on regarde un arbre, c'est pas au niveau cellulaire et tout ça, on n'est pas si éloigné que ça. Et mhm. qu'avant, on était ensemble. Et que le souffle euh, que, que, que l'animal, l'humain, euh, expire, il est nécessaire à l'arbre pour vivre et que lui, il va nous redonner de l'oxygène et que tout ça est un espèce de balai d'air absolument magnifique. Et donc, le, 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 le livre était ces recherches-là. Et dans je sais pas comment dire, et dans le livre, en fait, c'est quelque chose qui est parti d'un journal de bord, comme si j'avais été anthropologue sur le terrain, mais je suis restée derrière mon ordinateur dans ma maison. Euh, et j'ai essayé de rendre compte de tout ce que j'apprenais avec cette façon-là, Mhm. mélangé à des choses moi, qu'est-ce que je ressens quand je vais dans un parc, dans ma vie quotidienne, sous forme de choses très très courtes, un peu Ouais. comme des haïkus, comme ça, un peu suspendus, euh, pour transmettre cette espèce de complexité et en même temps d'immense plaisir de chercher à comment dire, à vivre ensemble, euh, tout en étant pour moi, qui suis une grande solitaire, une espèce d'incompatibilité. Voilà, et, mais en même temps, en ayant l'immense désir de vouloir transmettre le meilleur de ce que je peux savoir, euh,
dans ces périodes un peu compliquées. Un peu trouble. Eh Voilà. bien, merci beaucoup. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire aussi pendant ces deux entretiens, de transmettre des choses et de lier de l'intime, du ressenti, du personnel avec du plus générique pour s'orienter un petit peu, comme dirait l'autre. Merci beaucoup d'avoir arpenté ensemble votre bibliothèque. On aurait eu, je crois, beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Avant de terminer, je vous laisse donc le mot de la fin, cette citation sur l'univers du livre ou de la lecture que vous allez partager avec nous et avec laquelle je commencerai l'entretien de mon prochain invité. Je vous écoute. Alors, c'est quand même quelques phrases, hein, et c'est la fin du livre, donc du deuxième livre que j'ai écrit, Climatic Spaces, le Mhm. journal d'un film. Albert Einstein est au Japon pour un cycle de conférences. Un coursier lui livre un télégramme dans sa chambre. Mais comme il n'a pas de monnaie, et pour ne pas laisser l'homme repartir les mains vides, il rédige le secret du bonheur sur un papier frappé du logo de l'Imperial Tokyo Hotel. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Eh bien, merci beaucoup à vous d'avoir partagé tout ça et à très bientôt. À bientôt. C'était le 4e épisode de Constellation de papier avec Christiane Geoffroy. Un épisode enregistré chaotiquement à distance entre Marseille et Montreuil et monté, démonté, remonté et mixé les 26 et 27 février. Soit 88 ans après l'écriture collective par la troupe du Théâtre du Travail d'Alger de Révolte dans les Asturies. Parmi eux, Albert Camus, qui écrira quelques années plus tard « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Vous pourrez retrouver les livres dont nous avons parlé pendant l'entretien, ainsi que ceux dont nous aurions dû parler, et le lien vers les travaux de notre invité, sur la page internet du podcast. On se retrouve lundi avec mon prochain invité, ce qui vous laisse un peu de temps pour parler de constellation de papier à tous vos amis, vos voisins et vos collègues, sur les réseaux sociaux comme au bistrot. À bientôt!